On va procéder donc à l'appel de cette session extraordinaire pour installer notre nouveau collègue suite à la démission, j'allais dire la démission forcée, encore qu'il avait le choix entre les mandats de Hubert Brigand de notre Assemblée. Et donc, séance d'installation, session extraordinaire, je vous remercie. On va procéder à l'appel, si vous le voulez bien, monsieur le secrétaire de séance. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Nuret Akpinar Istiquam. Elle va arriver. Patrick Audard. Christophe Avenat. Clémentine Barbier. Charles Barrière, présent. Christine Blanc. Pierre Boltz. Marie-Claire Bonnet-Vallet. Benoît Borda, donc on attend. Alors, Valérie Bouchard. Caroline Carlier. Patrick Chapuis. Billy Chrétien, Isabelle Cognard, elle était là. Emmanuel Coin, Gilles Delepeau, François-Xavier Dugour. Donc là, il y a un pouvoir. À Clémentine Barbier. Madame Barbier. Valérie Dureuil. Pouvoir Monsieur Poulot. Voilà. Martine et Abdupin. Hamid El Assouni. Charlotte Fougère. Je ne sais pas. Marc Fro, pouvoir. Patricia Gourmand, Catherine Hervieux, Nathalie Conders, Alain Lamy, Catherine Louis, Christophe Lucan, Céline Maglica, Martial Matiron, Massar Ndiaye, Anne Parent. Pouvoir. Ah, oui, oui. Pierre Poyot, Laurence Porte, Hubert Poulot, Marie-Thérèse Pugliese, Guillaume Ruet, François Sauvadet, Sébastien Sordel, Denis Thomas, Gaël Thomas, Laurent Thomas, pouvoir à Christine Blanc, Céline Tonneau, Christophe Verdeau, Céline Vialet, et Viviane Vuillermo. Très bien. Monsieur Borda a donné le pouvoir à quelqu'un, non? Monsieur Borda a donné un pouvoir ou pas? Non, mais c'est juste pour la bonne gestion. Il n'a pas donné de pouvoir. Très bien. Bien, je m'étais entretenu d'ailleurs avec le président de votre groupe, du groupe d'opposition, comme avec les responsables de la majorité. On va faire très bref pour cette présentation, mais et cette ouverture de session extraordinaire, simplement vous dire quelques mots d'abord, parce qu'évidemment, il y a une actualité qui a été dense, c'est la disparition de la reine Elisabeth II. C'est une personnalité qui était aimée par les républicains aussi, et donc qui a marqué son temps. Elle a incarné la nation, c'était un visage, une grande amie de la France, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, qui aura vraiment participé à cette amitié franco-britannique. Elle était d'ailleurs venue, vous vous en souvenez, elle était venue, je crois qu'ils étaient d'ailleurs en cousinade pratiquement au château des Poisses, ainsi qu'aux hospices de Beaune. Et c'est un moment d'histoire qui avait marqué. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une manifestation d'agriculteurs et qu'ils avaient d'ailleurs aligné des moutons parce qu'il y avait une guerre du mouton avec notamment quelques pays du Commonwealth. Et donc, je me souviens de cet épisode. En tout cas, on avait été très heureux de la recevoir. C'était vraiment une personnalité très attachante. Tout le monde disait que c'était un peu la maman de la nation britannique, ou la grand-mère avec l'âge. Enfin, une longévité de règne absolument incroyable. Autre disparition, mes chers collègues, celle de Louis Griot, qui s'est éteint le 12 août dernier. Louis a été d'abord notre collègue ici, du canton, conseiller général du canton de Liernay, entre 89 et 2001. Il a été aussi, bien sûr, de 1997 à 2008, maire de Sancerey. Et puis il a été également évidemment le sénateur de la Côte d'Or de 1998 à 2008. Il était très proche, c'était un élu ancré dans son territoire, proche des personnes, proche des administrés. C'était un fervent défenseur du monde rural. Il incarnait d'ailleurs
si dans sa tonalité, ce monde rural auquel il était très attaché. Il s'était très engagé aussi pour la défense d'une race qui avait fêté hier son concours national à Semur-en-Auxois, la race de trait de l'Aussois, cher Martine et Abdupin. Et c'était un homme qui avait des valeurs, voilà, de terroir, inscrit dans cette tradition politique des républicains indépendants. Et donc, la Côte d'Or se souviendra naturellement de lui. J'ai appelé sa famille pour leur dire l'affection que nous tous, nous lui portions, et combien nous avons été marqués. Donc, à sa mémoire, je vous propose d'observer une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever. Je vous remercie. Autre triste actualité, et vraiment qui témoigne bien des soubresauts de violence qui frappent notre société et de plus en plus de jeunes. Je voudrais vous redire et vous renouveler devant vous mon soutien aux principales, aux agents, aux enseignants, à nos personnels, toute la communauté éducative du collège André Malraux suite à la rixe avec arme blanche qui a eu lieu mercredi dernier. Dès que je l'ai appris, évidemment, j'ai appelé en votre nom à tous le principal pour lui dire mon soutien. J'ai souhaité, d'ailleurs, je l'ai exprimé, que toute la vérité puisse être faite. Et dès lors que cette vérité soit faite, les sanctions puissent être prises. Donc, je m'en suis entretenu également avec Madame Coq de l'Éducation nationale, enfin, en tout cas avec les services de l'Éducation nationale. D'abord, j'ai souhaité évidemment un prompt rétablissement aux victimes. Et puis, j'ai redit mon soutien aussi à tous ceux qui ont été légitimement choqués, parce que la scène a été quand même d'une vraie violence, hein, avec, vous imaginez, du sang dans les... Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de personnes choquées. Je veux vraiment aussi remercier toutes celles et ceux qui sont intervenus pour éviter des conséquences, qui sont mobilisés pour éviter des conséquences encore plus graves, et notamment qui sont intervenus physiquement. Un enseignant qui a été blessé légèrement à la cuisse. Donc, j'ai réuni les principaux de collège, vous le savez, la semaine dernière. Je leur ai redit que je restais mobilisé, qu'on a d'ailleurs, dès l'assassinat de Samuel Paty, vous vous en souvenez, mis en place des mesures pour compléter la sécurisation et éviter les intrusions. Mais ça n'exclut pas qu'il peut y avoir des accès de violence à l'intérieur même, qui ne sont pas liés, je le répète, à une intrusion, et qui sont liés évidemment à cette violence. Et j'ai redit notre disponibilité, notre engagement. Je tiens d'ailleurs à saluer Catherine Louis, parce que le travail qui a été fait aussi pour lutter de manière très générale contre le harcèlement, pour prévenir des risques de violence. Les petits films qui ont été publiés, quand ils sont sortis, vraiment, on les a présentés d'ailleurs devant les principaux de collège et les gestionnaires. Ils ont été très impressionnés par les images. Donc merci pour cette action conduite avec le Conseil départemental jeunes, et on soutiendra évidemment toute initiative visant à éviter ces accès de violence et puis faire de la prévention de ces difficultés. En tout cas, merci à tous ceux qui ont exprimé leur solidarité à la communauté éducative. Pour le reste, la rentrée s'est bien passée. On a eu le retour des dictionnaires, vous le savez, vous avez participé. Alors, je suis très content du retour du dictionnaire dans les collèges. Mais je dois dire que j'avais été un peu surpris à un moment donné quand des professeurs de français m'avaient exprimé leur souhait de ne plus voir distribuer de dictionnaire. Bon, alors évidemment, le dictionnaire, j'ai entendu leur message. Vous avez vu qu'au dos du dictionnaire, il y a une petite case qui nous permet de flash code. On peut regarder QR code, on peut évidemment télécharger le dictionnaire. Mais en tout cas, moi, je l'ai dit devant les principaux et principales que c'est tout de même bien qu'il y ait une relation entre la connaissance, l'accès à la connaissance et la matière. Parce qu'on est dans un monde compliqué où moi, j'étais extrêmement surpris, mais on l'a vérifié pendant la pandémie. Les jeunes savent dire tu fais quoi, TUFE, KOI.
Et puis, quand il s'agit d'aller rechercher de l'information plus complètement, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est aussi un exercice d'aller rechercher le sens d'un mot. Et pour une société, employer le mot juste, c'est quand même la clé du vivre ensemble, parce qu'on se comprend mieux. Voilà, tout simplement. Et je vois que Mme Maglica opine du chef. Donc, quand elle opine du chef, favorablement, la journée commence bien. Bien, en tout cas, un mot aussi, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, mais un mot aussi pour cette rentrée du collège de Liernay. Vous savez qu'il y a eu une tourmente, une tornade, monsieur le conseiller départemental, et madame la conseillère départementale, une tornade à Liernay. Immédiatement, on avait évidemment eu un contact avec le maire de Liernay, pas que Liernay d'ailleurs, hein, mais ça a concerné le collège. La toiture a été emportée pour une part. Et donc, je tenais absolument à ce que ce collège réouvre pour la rentrée. Vous savez, on le surveille de près parce que c'est un collège qui accueille un nombre d'enfants, de jeunes, voilà, qui fait que certains, l'éducation nationale, voudraient le voir évoluer, ce que nous ne voulons pas, puisque je le redis ici, aucun collège ne fermera tant que les questions pédagogiques ne sont pas directement posées et tant que les parents ne seront pas d'accord sur ces perspectives. Donc, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je suis heureux de vous redire que le collège de Liernay a réouvert, que les travaux ont été réalisés cet été. Bon, il y a encore quelques petits points à voir et à finir. Mais enfin, l'essentiel était fait. Il avait été, vous vous en souvenez, durement touché par le phénomène violent orageux. 65 élèves sont accueillis à la rentrée. On a investi 200 000 euros de travaux. Donc je remercie les entreprises, nos services, monsieur le directeur général, pour leur implication et tous ceux qui ont contribué à ce que le sinistre soit vite, qu'on évite son aggravation. En tout cas, avec les périodes de pluie qu'on a pu avoir, brèves mais violentes. Donc voilà, je le redis, je réaffirme qu'aucun collège ne fermera. Quand je parle d'événements climatiques, cher Hubert Poulot, monsieur le président du ZIS et vous tous qui y siégez, je voudrais remercier au nom de l'Assemblée départementale l'ensemble des sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés de façon assez extraordinaire cette année liée aux conditions climatiques. Nous avons souvent l'occasion de rappeler leur engagement, de les saluer, de soigner leur action pour protéger et secourir les Côtes d'Orient. Mais là, cet été était particulièrement marqué par des feux de forêt dramatiques, y compris dans notre département, à Selongé, sur les hauteurs de Vonne-Romanée. Et ça a mis en lumière combien leur action et combien ils ont été sollicités dans cet été tout particulier. J'ai souhaité qu'on puisse les recevoir tous ceux qui ont participé dans le cadre de la solidarité cet après-midi pour les remercier. Il y en a 276 au total, pompiers et agents, qui se sont mobilisés pour prêter main forte à leurs collègues. Alors d'abord en Gironde, chez mon collègue Jean-Luc Glaise, dans le Gard, dans l'Allier, et puis dans le Morbihan. Donc dans le Jura aussi. Ouais. Cette solidarité interdépartementale a permis de venir à bout de méga-feux qui étaient absolument spectaculaires dans leur ampleur et dans leur propagation. Ça veut dire que plus aucun territoire aujourd'hui n'est à l'abri. C'est un phénomène complètement nouveau lié au changement climatique et qui va vraiment, doit vraiment nous interroger sur notre modèle de sécurité civile, parce que là, on est arrivé aux limites d'un exercice au point que, à un moment donné, on ne pouvait plus envoyer de troupes en renfort parce qu'il fallait assurer aussi notre propre sécurité dans cette période. Donc, et les personnes ont été sursollicitées parfois, en tout cas très sollicitées. Donc, évidemment, comme président des départements de France, j'ai alerté le gouvernement. J'ai confié, vous le savez, une mission flash pour aller faire le point et des retours d'expérience de ce qui s'est passé. Ça interroge notre modèle. Je vous dis, par le passé, les pompiers du Nord descendaient dans le Sud. Mais aujourd'hui, les pompiers du Nord ne descendent pas que dans le Sud. Ils s'occupent d'abord d'eux-mêmes, et c'est l'Est, c'est l'Ouest. Et donc, ça interroge notre modèle. Donc, André Acari et Jean-Luc Glaise, qui a été très exposé, je leur ai confié cette mission. Il y a par ailleurs une mission de l'inspection générale de l'administration qui a été confiée par la ministre, que j'ai vue à plusieurs reprises. On a revu aussi sur le comité des financeurs, au titre desquels nous figurons, maire de France, département de France avec le gouvernement. On a eu plusieurs contacts avec Madame la ministre.
qui était chargé de ce dossier par M. Darmanin. Il faut qu'on avance rapidement sur le dossier du financement, je l'ai dit. Il faut que tout le monde participe à due proportion. L'effort supplémentaire ne pourra pas être supporté par le département lui seul, ou par les départements de France eux seuls. Donc ça, c'est clair. Donc il va falloir qu'on réfléchisse entre nous sur un nouveau mode de répartition. Vous savez qu'aujourd'hui, la contribution des communes, elle est plafonnée à l'inflation. Et donc tout effort supplémentaire, évidemment, il est supporté par le département. Donc j'ai demandé la recréation d'un fonds d'aide à l'investissement, le fameux FAI, qui nous permettrait, en tout cas dans les départements qui sont particulièrement exposés avec peu de ressources, d'être accompagnés financièrement. Nous-mêmes, on sera appelés à faire un effort, mais je le dis, il y a un moment donné, ça s'arrêtera. Parce qu'on ne pourra pas, nous seuls, supporter le risque de sécurité civile et son évolution. C'est tout. Je prends un exemple. Métropole de Dijon, la moitié de la population du département, 8 millions pour la métropole, 20 millions pour le département. La moitié des actions sont conduites sur le territoire de la métropole, des interventions. Donc le modèle sera réinterrogé. Je m'en suis entretenu avec Maire de France. Je verrai prochainement France Urbaine pour essayer de rééquilibrer la participation. Ce n'est pas simplement une affaire de compétence, la sécurité civile. Nous présidons le conseil d'administration. Mais la compétence de sécurité civile, c'est une compétence d'État pour lequel chacun de ceux qui sont secourus dans le cadre d'une solidarité nationale et départementale doivent participer à du contribution. Voilà. Sinon, le modèle ne tiendra pas. On ne pourra pas faire face. Et vous savez notre engagement aussi à soutenir les pompiers volontaires. C'est un modèle assez particulier. Donc il faudra qu'on trouve aussi le bon équilibre pour ne pas les sursolliciter en termes de formation face à l'évolution des risques et risquer précisément de ne plus avoir de sapeurs-pompiers. On en est là dans certains secteurs. On a des problèmes de recrutement. Là aussi, c'est un phénomène de société. Donc je pense aussi qu'il faut que tous les maires, toutes les collectivités, lorsqu'elles embauchent quelqu'un, lui demandent aussi de réfléchir à un engagement chez les sapeurs-pompiers, parce qu'il faudra qu'on soit volontariste dans ces domaines. En tout cas, chacun d'entre nous doit être conscient de la difficulté. On a d'ores et déjà, dans certains endroits, des difficultés à mobiliser les sapeurs-pompiers volontaires en période diurne, notamment. Voilà, donc on est face à une difficulté budgétaire, qu'il faudra être extrêmement solide dans la période que nous allons traverser. On va réinterroger d'ailleurs nos perspectives budgétaires, je l'ai dit au directeur général et je vous ferai des propositions. On a une explosion des coûts de l'énergie, ne serait-ce que pour les collèges, c'est pratiquement peut-être 4 à 5 millions d'euros qu'on a prévu en plus pour les 47 collèges publics. On a pour nos propres bâtiments de l'ordre de 3,5 millions en plus. Donc évidemment qu'il faut qu'on accélère la transition énergétique, parce que là, le choc pour les particuliers, il est violent, le choc pour les collectivités, il est violent. Et je dois vous dire qu'effectivement, dans le contexte budgétaire qu'on traverse, l'augmentation, l'explosion de nos dépenses sociales, la montée de nos dépenses de sécurité civile et la montée de nos dépenses énergétiques font que nous allons prioriser nos interventions. Il faudra le faire en toute transparence avec nos compatriotes et le faire courageusement. On ne pourra pas tout faire. Je le dis dès maintenant. Donc j'ai alerté aussi le gouvernement pour lui dire qu'il faut arrêter de dire que le département se porte bien au motif qu'il y aurait eu des droits de mutation. Oui, il y a eu des droits de mutation. Pas partout de la même manière. Mais les droits de mutation, on le voit bien, et les chiffres commencent à être préoccupants. J'étais ce week-end avec des personnes qui sont en réassurance de prêts bancaires. 35% aujourd'hui en moins. La hausse des taux d'intérêt, le climat anxiogène, évidemment, et puis la difficulté d'avoir accès à des crédits de long terme, fait que inévitablement, ça baissera, ça va baisser, on le sait. Ça a baissé fortement. Et nous n'avons plus de marge de manœuvre. En plus, avec la suppression de la CVAE, j'ai eu hier soir même Ms Béchu qui m'annonçait que cette CVAE serait supprimée en deux temps, mais supprimée. Donc voilà. Moi, je souhaite que ce soit remplacé par une part de TVA et qu'on ait le bénéfice de la TVA qui a bien marché pour compenser. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore eu toutes les précisions sur les enjeux budgétaires. En tout cas, nous n'avons plus de marge de manœuvre et on a une augmentation de nos charges assez vertigineuse. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus loin. Évidemment qu'il faudra qu'on s'engage dans un plan de sobriété énergétique. Je comprends... on sera au rendez-vous de nos responsabilités. Je l'ai dit d'ailleurs au président de la République lorsqu'on s'est retrouvé au Conseil national de la refondation. Voilà. Au-delà, je me suis suffisamment exprimé pour dire ce que j'en pensais.
Je ne vais pas au-delà aujourd'hui. En tout cas, en 6 ans, on a baissé de 20% nos consommations et on a réduit de 3,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il va falloir qu'on avance. Alors, pour ce qui est de cette session, voilà, je veux pas être plus long, mais je brossais le panorama au moins sur les sujets d'actualité et dire merci à nos pompiers. Pour ce qui est de cette session extraordinaire, il y a un seul rapport, d'ailleurs, que je présenterai, si vous le voulez bien. C'est l'installation de notre nouveau conseiller départemental de la Côte d'Or, Christophe Verdeau, qui est ici. Vous le voyez, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il est sur ma gauche, et donc il est sur votre droite. C'est bien ça, Magika. Donc sur votre droite, vous le voyez, il est arrivé. Donc il remplace Hubert Brigand, qui a été élu comme député. Hubert Brigand a souhaité rester conseiller municipal de Châtillon-sur-Seine. Dès lors, son choix le conduisait à un autre choix, c'est de renoncer à son mandat de conseiller départemental. Donc Christophe Verdeau participera aux travaux de la première commission. Il siégera comme toute notre assemblée à la commission permanente. La décision sera effective au 21 octobre, puisqu'il faut le retour. Nous sommes dans une république décentralisée sous contrôle. Au-delà. Donc, je vous propose également la désignation de Charles Barrière, qui quittera ses fonctions de secrétaire de séance, donc il me quittera la place où il était depuis des années. 11 ans et demi, vous voyez, il était 11 ans et demi ici. Donc, à vous regarder, vous êtes habitué finalement, l'opposition aussi. Hein. Donc, pendant 11 ans et demi, là, il va devenir le 12e vice-président, donc il va être vice-président, et puis je lui ai proposé de présider la 6e commission en remplacement d'Hubert Brigand, donc il travaillera sur l'attractivité avec Laurence Porte, qui en est la vice-présidente, et puis naturellement avec Côte d'Or Attractivité, que préside notre collègue avec une autorité qui lui est reconnue. Quand je dis autorité, c'est bienveillante, naturellement. Donc je me réjouis de l'arrivée de Christophe Verdeau, que je connais bien. Il est par ailleurs agriculteur de son métier, et je suis sûr qu'il saura remplir le mandat que les électeurs du canton de Châtillon lui ont confié avec Valérie Bouchard. D'ailleurs, ils sont côte à côte. Vous savez, il n'y a pas de plus belle mission, même quand les temps, et surtout quand les temps sont difficiles, il n'y a pas de plus belle mission que de servir le peuple et de défendre les territoires, de défendre et de promouvoir, pas simplement défendre, mais de promouvoir les territoires que nous avons en partage et qui font que cette Côte d'Or est si belle dans sa variété. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie, et puis, alors, tout le monde se demande qui va devenir secrétaire ici. Eh bien, écoutez, moi, vous savez que je suis un chantre de la parité, et donc, comme il n'y avait que des hommes ici, j'ai souhaité que ce soit une femme. Et ce sera donc Christine Blanc, qui était 2e secrétaire, qui va devenir 1re secrétaire, et qui donc viendra à mes côtés suppléer le président en cas de défaillance temporaire, ou surtout au cas où il n'aurait pas vu la demande d'intervention de tel ou tel. Donc voilà, c'est l'objet du rapport que je vais vous présenter après que vous soyez exprimés les uns les autres, pour ceux qui le souhaitent, et naturellement, comme cette tradition républicaine, je vous donne la parole, Monsieur le Président Avena. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Comme vous le dites, comme cette tradition républicaine, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir souhaite la bienvenue à Monsieur Christophe Verdeau, nouveau conseiller départemental, et nous souhaite de pouvoir travailler dans cette assemblée qui, comme vous l'avez décrit, Monsieur le Président, va être très fortement concernée, puisque le département chef de file de l'action sociale va être en première ligne suite aux évolutions internationales, nationales, climatiques que vous avez décrites, la nécessité d'agir pour aider nos concitoyens et les habitants de la Côte d'Or dans les contextes qui s'annoncent, l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, les situations climatiques font que le département sera très fortement sollicité et que les choix qu'il produira auront forcément un impact majeur et que ces choix ils devront être faits.
Vous avez parlé également, Monsieur le Président, et je m'associe à ce remerciement, à l'action qui a été menée cet été par nos pompiers sur l'ensemble de la solidarité nationale. Je tiens à remercier tous les acteurs de cette solidarité qui va de l'échelon national, départemental et communal, puisque beaucoup de communes ont organisé et fait l'effort de libérer, de pouvoir permettre à des pompiers, je le rappelle, qui ont agi sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'ils se sont mis disponibles pour aller aider au niveau national des territoires qui ont été fortement impactés et qui ont fait savoir d'ailleurs que cette solidarité avait été extrêmement importante. Donc merci à tous et à tous les acteurs de cette solidarité qui va nécessiter forcément, et vous l'avez dit, une vraie réflexion nationale sur l'organisation, sur la prise en charge, sur peut-être aujourd'hui des modes de financement qui peuvent paraître obsolètes. Et il faudra très clairement, et à mon sens, de manière pragmatique et en évitant les biais partisans, travailler dans un intérêt départemental, certes, mais plus largement national. Voilà, je voulais pas insister plus. Vous avez évoqué la nécessité de sobriété. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer... hier, j'ai entendu quelqu'un qui exprimait assez clairement la situation qui allait se présenter à nous dans le domaine de l'énergie. Il y a 3 façons, avait-il dit, de lutter contre la situation. La première, c'est l'efficience. La nécessité aussi de diminuer la consommation par l'apport de l'isolation, la diminution, les progrès techniques qui nous permettent de consommer moins. De la lutte contre le gaspillage, un certain nombre. C'est l'efficience. Il y a la sobriété que vous avez évoquée. La sobriété, c'est consenti. C'est la capacité d'expliquer aux gens là où on doit faire des économies, mais il faut un accord de la population pour la sobriété. Et la troisième, a-t-il dit, c'était la pauvreté. La pauvreté, c'est la sobriété non consentie. C'est la nécessité de ne plus avoir parce qu'il n'y a plus. Et nous, le département, nous luttons contre la pauvreté. Il faudra donc faire preuve d'efficience et de sobriété pour éviter la pauvreté. Donc, je vous remercie et bienvenue pour cette séance et les à venir qui, vous le voyez, seront fort chargés en travail sur les missions de ce département qui sont en principal l'action sociale. Merci. Vénat, je partage ce que vous venez de dire, notamment sur la précarité énergétique. Moi, je suis extrêmement préoccupé, même sur la façon dans laquelle on nous propose d'accélérer la transition énergétique, mais pour les familles les plus en situation de précarité, investir, c'est pas la priorité, elle est devant l'urgence, tout simplement, faire le plein pour aller travailler. Vous avez vu, il y a des personnes qui font des pleins de 20 euros. Vous imaginez, d'ailleurs, quand on appelle un plein de 20 euros, on imagine bien que le réservoir n'est pas complètement plein. Et tout ça pour pas se retrouver en difficulté le 15 du mois. Alors, je rappelle, monsieur Avena, que nous avons mis en place des mesures, y compris pour aider ceux qui vont travailler. Et d'ailleurs, j'ai interrogé nos services, on a de très nombreuses demandes de personnes qui pour être aidées, pour aller mettre de l'argent, pour aller pour aller travailler. Pour aller travailler. Donc c'est une situation lourde. Et effectivement, j'ai demandé à ce qu'on réfléchisse comment on va aussi mieux accompagner, et ça c'est une réflexion qu'on doit avoir avec le gouvernement, pour mieux accompagner la transition énergétique de le passage du prix de l'énergie et la transition énergétique, c'est-à-dire comment consommer moins, surtout dans un habitat diffus, où les alternatives sont quand même très coûteuses, malgré les aides qui sont faites pour les plus précaires. C'est une vraie question, ça. Et vous savez, la précarité monte. La précarité monte, elle monte l'échelon, elle monte l'ascenseur social. Et ça, c'est très préoccupant. Il y avait Emmanuel Coin, je vous en prie, puis après je passerai la parole à Pierre Poyot. Oui, Monsieur le Président, je souhaitais juste, avec un petit mot rapide, souhaiter au nom de votre majorité la bienvenue à notre collègue Christophe Verdeau, qui succède donc à Hubert Brigand. Je lui souhaite autant de plaisir que nous en avons à travailler sous votre présidence. Et puis je félicite bien entendu aussi Charles Barrière pour ses nouvelles responsabilités. Et je sais que ses qualités personnelles que nous apprécions tous trouveront leur plein épanouissement dans ces nouvelles fonctions. Et puis, je suis ravie que Christine Blanc prenne le poste et la lourde charge de secrétaire.
la commission Solidarité sera de nouveau bien représentée à vos côtés, Monsieur le Président. Je m'en réjouis. Merci beaucoup. Bien, Monsieur Poyot, puis Madame Malika. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots, je serai court, pour remercier vraiment les services du Conseil général de leur grande efficacité pour les travaux qui ont été faits au Collège de Liernay, qui ont permis, dans un délai record, de rouvrir. Pour nos collègues, l'événement qui s'est passé sans être trop long à Liernay, donc un orage de grêle le jour de l'été, le 22 juin au soir, avec certains grêlons qui pesaient 400 grammes et qui en plus n'étaient pas entre guillemets ronds mais pointus, ce qui a fait qu'il y a eu énormément de tuiles de cassées, suivi de 3 orages de pluie dans la semaine qui, bien entendu, ont traversé les toits percés et ont dégradé l'intérieur des bâtiments. Donc c'était un vrai challenge de pouvoir réparer le minimum, même si tout n'est pas terminé, vous l'avez dit, mais pour permettre la réouverture des collèges dans des conditions normales. Donc un grand merci à tous les services qui y ont contribué. Merci, Monsieur Poyot. Madame Malika, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je poursuis sur les collèges, vous l'avez évoqué dans votre propos. Moi, je voulais simplement vous redire à nouveau une fois merci. J'ai dit ailleurs, une fois n'est pas coutume, mais quand il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire bien. Donc moi, je veux vous remercier au nom de tous les professeurs de français qui ont été ravis de retrouver des dictionnaires dans leur salle de classe. Merci au nom de tous les élèves de 6e qui ont eu les yeux qui brillaient au moment où, je crois, chacun de nous est allé dans les différents établissements leur remettre ce livre. Et alors qu'on leur remet aussi les manuels scolaires qu'on ne fait que leur prêter quand on leur dit que le livre est pour eux et qu'ils peuvent le garder, ben, je crois que leurs yeux qui brillent est une belle récompense à cette démarche-là. Il y a aussi des professeurs en 6e qui ont des classes spécialisées avec peu d'élèves, mais ils ont aussi peu de moyens souvent pour fonctionner. Le dictionnaire, ben, c'est un outil important. Donc merci, parce que le symbole de passer de la gourde au dictionnaire, pour moi, était pas forcément un bon symbole. Donc repasser de la gourde au savoir me paraît être un bon symbole, et dans notre société, on a besoin de symboles. Vous avez parlé de coûts. À la fois, effectivement, le dictionnaire, ça a un coût. Ça coûte entre 15 et 20 euros un dictionnaire. Et quand, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des familles, comme vous le disiez, qui ont du mal à mettre de l'essence dans leur voiture pour aller travailler, bah, économiser cet outil-là, dictionnaire, c'est pas rien, c'est pas anecdotique. On lutte contre la précarité sociale, puis on lutte contre la précarité intellectuelle, parce que le but de l'école, c'est que chacun puisse repartir avec les mêmes armes. Et pour repartir avec les mêmes armes, il faut être doté d'outils. Donc le dictionnaire en fait partie. Merci à eux pour ce cadeau, cet outil précieux. Voilà, je ne le fais pas souvent, mais quand je le fais, j'essaye de le faire bien. Donc je crois avoir suffisamment lutté dans cette assemblée pour que le dictionnaire revienne. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je remercie tous les services qui ont fait en sorte qu'il puisse être distribué correctement en ces jours de rentrée. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vous ai écouté au sens littéral du terme. Je vais regarder la définition du mot « écouter » dans ses multiples acceptions. Mais je peux vous assurer que je vous ai entendu. Mais surtout, non, mais je m'étais interrogé quand même. C'est vrai qu'on me demande de ne plus donner de dictionnaire par les principaux. C'était une réunion, hein, d'ailleurs, une majorité d'entre eux, considérant que c'est de l'argent mieux utilisé si on donnait... Bon, je ne regrette pas la gourde non plus. Parce que, vous savez, mon combat contre les plastiques. Donc, on a une petite gourde pour aller boire un... D'ailleurs, vous observez que nous aussi, on a plus de bouteilles plastiques, on met de l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est de la dijonnaise ou de la Côte d'Orienne, mais c'est de l'eau de Côte d'Or, exploitée par Dijon. Donc, voilà. Là aussi, n'y voyez pas de sens particulier. Quand je dis l'eau de Côte d'Or exploitée par Dijon, je vais regarder dans le dictionnaire pour voir les multiples acceptions de ce vocable, exploité. Mais on va sentir la définition la plus chaleureuse et la plus bienveillante. En tout cas, voilà. Non, je ne regrette pas la gourde, mais je suis content du retour du dictionnaire. D'ailleurs, je l'ai proposé. Donc, alors, nous dirons que nous le partageons, cette satisfaction. Puis je crois que l'ensemble avec Catherine, oui. Bon, en tout cas, merci à tous. Bon, il y a un unique rapport, donc, mesdames, messieurs les conseillers départementaux. Donc, je vais le faire bref. J'ai montré l'exemple de parfois ce que je recommande à chacun d'entre vous dans la présentation des rapports. Donc c'est le 6 juillet, Hubert Brigand m'a fait savoir qu'à la suite de son élection en qualité de député de Côte d'Or,
Il démissionnait de son mandat départemental à compter du 19 juillet, et donc afin de respecter les dispositions du Code électoral relatif aux incompatibilités. Donc je vous passe les détails de la référence à l'article, mais M. Christophe Verdeau, c'est son remplaçant, c'est sa vocation, l'a remplacé. Il est devenu à cette date le conseiller départemental de ce canton. Donc il importe qu'il puisse exercer l'ensemble de ses fonctions d'élu. Donc dès lors, il va compléter la vacance du siège de membre de la commission permanente, puisque tous les conseillers départementaux sont membres de la commission permanente. Donc il n'y aura qu'une seule candidature, une seule peut être déposée. Donc comme les autres le sont déjà, il n'y a pas de question particulière, je l'imagine. Donc je vous propose, dans un premier temps de ce rapport, de compléter la commission permanente avec l'arrivée de Christophe Verdeau, donc de pouvoir, sans délai à la vacance du siège de M. Hubert Brigand en tant que membre de la commission permanente, et donc de désigner M. Christophe Verdeau membre de la commission permanente. Voilà. Et puis ensuite, de fixer le nombre des vice-présidents qui est du 12, hein, sans changement. Et donc, je vous propose comme vice-président Charles Barrière. Et puis, nous avons le remplacement, la deuxième secrétaire, il est proposé, qui était Christine Blanc, de devenir la nouvelle première secrétaire et donc de venir à mes côtés. Pour le reste, aucune modification. La commission des finances, Christophe Verdeau rejoindra la commission des finances comme membre et de modifier la commission de développement local et attractivité comme suit. Le membre Charles Barrière, président, vice-présidente Laurence Porte, et puis les membres Valérie Bouchard, Guillaume Ruet, Nathalie Conders, Marie-Terre Pugliese et Gaël Thomas. Voilà les modifications. Si quelqu'un demande un vote à bulletin secret, il est de droit. Hein? Bon, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions, d'autres interventions? Non? Pas de problème. Je mets au voie ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc écoutez, je me permets d'applaudir les nouveaux promus. Et je vous remercie. Donc la session extraordinaire est ainsi terminée. Donc on se retrouve en session le 21 octobre, et donc où on parlera évidemment sobriété énergétique, et on commencera à préparer le débat d'orientation budgétaire qui aura lieu lui et puis DM2, une DM2 qui va être une DM2 qui risque d'être plus importante que d'ordinaire, hein, parce que elle ne sera pas que partielle, elle sera substantielle. Hein. Donc voilà, la session étant terminée, je vous propose qu'on marque un temps d'arrêt de quelques minutes, puisque c'est de droit. Puis ensuite, on reprendra la commission permanente.